Donc, merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir de présenter le premier orateur du séminaire. Donc, Pierre-Marc et son équipe étudient les mécanismes moléculaires qui contrôlent les interactions entre les plantes et le microbiote qui les entoure. Ils explorent l'évolution des mécanismes et cherchent à comprendre comment ils sont apparus il y a plus de 450 millions d'années. Donc, les projets qu'on a menés en collaboration avec Pierre-Marc et son équipe se sont révélés plus surprenants les uns que les autres. Il nous a clairement fait sortir de notre zone de confort avec des espèces végétales qu'on n'avait jamais vues et qui n'étaient pas toujours très coopératives avec nous. Donc voilà, donc on le remercie pour cette opportunité. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et je te laisse la parole. On règle la technique. Merci beaucoup Nathalie pour l'invitation. J'ai eu le grand plaisir à accepter dans la seconde sans hésitation. J'en profite aussi pour remercier, je vois Stéphane, je vois William, je vois Nathalie, Arnaud, toute l'équipe pour tous ces projets plus farfelus les uns que les autres qu'on a menés. Je vais en présenter quelques-uns sans insister trop peut-être sur l'importance de la collaboration qu'on a eue. Malgré tout, je pense qu'il y a quelques points que je pourrais illustrer maintenant. Si je me réfère à la présentation d'Arnaud, qui a parlé de carte optique, qui a parlé d'aide à l'assemblage de génomes, notamment sur des data long reads, et surtout qui a parlé de mise au point d'extraction de protocoles, de mise au point de protocoles d'extraction d'ADN de haut poids moléculaire. Ce sont des services qui ont été intégralement amenés par le CNRGV, notamment avec un financement de l'AFR qui nous a permis de jouer avec quelques protocoles d'extraction. Et ça a vraiment été la base de beaucoup de nos projets de recherche, et ça l'est toujours, le plus beau reste à venir. Donc, mon équipe de recherche s'intéresse aux interactions entre les plantes et les microbes qui les entourent, avec l'intérêt d'essayer de comprendre comment ces évolutions ont évolué et évoluent, et quelles sont les bases moléculaires de ces interactions. Donc, avant de parler, de rentrer dans le vif du sujet des interactions, je voulais... C'est bon. Je voulais vous parler rapidement des plantes, donc la lignée verte, qui est composée d'organismes extrêmement divers, comme des algues. On est en train de s'arracher les cheveux, il n'y a plus beaucoup de marge de manœuvre pour essayer d'extraire de l'ADN de certaines d'entre elles, mais qui sont aussi composées de plantes terrestres, notamment des plantes non vasculaires, bryophytes, comme les mousses ou les hépatiques, si vous avez Marchantia. Je ne parlerai pas trop de Marchantia aujourd'hui. Et également les plantes vasculaires comme les plantes à fleurs, et notamment les légumineuses. Je vais vous parler de légumineuses aujourd'hui. Donc cette diversité de plantes très, très large, qu'on retrouve dans tous les écosystèmes terrestres et aquatiques, s'accompagne d'une très grande diversité de possibilités d'interaction qui ont lieu, qui n'ont pas lieu. Et savoir si elles ont lieu ou pas, ça va dépendre en grande partie de la nature de l'hôte végétal. Dans ces interactions, on va retrouver des interactions symbiotiques où le partenaire microbien sera à l'extérieur de la cellule végétale, et d'autres où le partenaire sera à l'intérieur. Ce sera un partenaire qu'on va appeler intracellulaire, qui va vraiment coloniser la cellule végétale. Et il en existe toute une diversité avec des champignons, mais également avec des bactéries, notamment des bactéries fixatrices d'azote, et c'est sur quelque chose que je vais revenir dans la suite de mon exposé. Il y a aussi des bad guys, interactions avec des pathogènes, j'en parle pas aujourd'hui. Notre vision, quelque part dans l'équipe, c'est d'essayer d'une part de décrire la diversité et l'évolution de ces interactions en utilisant des approches de phylogénomique, de génomique comparative et de transcriptomique multi-espèces. Je vais essayer d'illustrer ça. Et nous avons également des approches de génétique, de biochimie pour caractériser ces mécanismes moléculaires. Et enfin, j'en dirai un mot sur ma dernière slide, nous essayons d'utiliser cette connaissance pour créer de nouvelles symbioses, de nouvelles compétences symbiotiques chez les plantes. Je parle d'évolution depuis tout à l'heure. L'évolution, c'est un grand mot. Il y a plein de façons de le représenter. Je voulais le représenter en deux dimensions ici, avec le passage d'étapes clés. Donc, on peut imaginer l'évolution comme une transition d'un état non symbiotique vers un état symbiotique avec l'origine de ces symbioses intracellulaires. On peut imaginer également des transitions d'un état symbiotique vers un état non symbiotique, la perte d'une compétence symbiotique. Et il y a également tous ces événements de diversification, de transition d'un symbionte vers un autre,
d'un champignon vers une bactérie, par exemple. Donc, si on prend l'ensemble de ces mécanismes, on doit pouvoir expliquer la diversité des symbioses qu'on observe aujourd'hui dans la nature. Donc, first things first, je vais commencer par l'origine de ces symbioses. Alors, pour étudier l'évolution, on a plusieurs angles d'approche. Certains collègues paléobotanistes vont aller observer des fossiles, d'autres vont aller regarder la diversité, la distribution d'un trait au sein d'un ensemble et essayer de prédire quelle pouvait être l'origine de ce trait. Malheureusement, ces approches ont un biais principal qui sont la convolution de la convergence et de traits ancestraux. Je vais vous prendre un exemple. Les ailes chez les chauves-souris sont apparues de façon convergente avec les ailes chez les oiseaux. Donc, ce sont deux traits qui se ressemblent beaucoup, mais qui, malgré tout, sont des processus biologiques différents. Et la seule façon de vraiment pouvoir distinguer laquelle des hypothèses explique l'évolution d'un trait, la distribution d'un trait, c'est en passant par les gènes qui sont associés à ce trait. Donc là, sur cette slide, vous voyez une petite dizaine de gènes qui proviennent de plus de 20 ans d'études chez les angiospermes pour identifier des gènes symbiotiques. Un mutant dans n'importe lequel de ces gènes rend la plante non symbiotique. Donc je ne vous demande pas de connaître tous ces noms. Essayez peut-être de retenir ces deux-là. CICAMK, c'est une kinase. Et lorsque la plante perçoit le champignon, cette kinase va phosphoryler Cyclops, un facteur de transcription. Cyclops va ensuite activer tout un programme symbiotique. Donc, c'est vraiment le cœur du programme symbiotique de la plante. Donc, en prenant tous ces gènes comme un proxy de l'évolution de la symbiose, on a pu montrer qu'ils étaient d'une part très conservés chez les angiospermes, ici, mais qu'ils étaient par ailleurs présents chez toutes les plantes terrestres. Et donc, on pouvait émettre l'hypothèse, du fait de cette distribution très large, d'une présence chez leur ancêtre commun, qui vivait sur Terre il y a 450-500 millions d'années. De plus, en utilisant des approches de génétique inverse, notamment chez une hépatique ici, on a pu montrer que ces gènes jouent aussi une fonction symbiotique chez les bryophytes. Donc, s'il y a fonction symbiotique à la fois chez les plantes vasculaires et chez les plantes non vasculaires, on a pu à nouveau prédire que ces gènes étaient symbiotiques et avaient été symbiotiques depuis plus de 400 millions d'années. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ de l'histoire que je vais vous raconter maintenant, qui est que la symbiose intracellulaire a évolué il y a très longtemps en utilisant ces gènes, là, je vous en ai parlé de deux, Cyclops CICAMK, qui appartiennent à cette CSP, ça veut dire Common Symbiotic Pathway, donc une voie universelle de symbiose. Donc ça, c'était l'origine. Qu'en est-il de la diversification? Comment les plantes, à partir de ce set de gènes symbiotiques très anciens, ont pu diversifier leurs compétences symbiotiques? Donc, je ne vais pas prendre tous les exemples qu'il existe à travers les âges et l'espace. Je vais me focaliser sur un exemple, qui est la symbiose avec des bactéries fixatrices d'azote, principalement des rhizobia. Cette symbiose, contrairement à la symbiose avec les champignons, elle est beaucoup plus récente et elle est restreinte à 4 ordres de plantes à fleurs, les fabales, fagales, rosales et cucurbitales. Donc, uniquement ces plantes sont capables de s'associer avec ces bactéries. Lors de l'association, va être formée par la plante ces nodosités qui hébergent la bactérie. Et la bactérie va fixer l'azote atmosphérique. Je suis sûr que vous êtes tous familiers de cette symbiose. Ce qui est une sorte de super pouvoir pour la plante. Elle peut utiliser l'azote directement atmosphérique pour combler ses besoins en azote à 100%. Donc, c'est une symbiose qui est particulièrement efficace. Malgré tout, elle est restreinte à juste 4 ordres de plantes, ce qui est quelque part assez surprenant du fait de son importance. Donc, depuis 30 ans maintenant, il y a deux hypothèses qui s'opposent sur l'origine évolutive de cette symbiose. D'une part, et ça, c'était une proposition qui a été faite au milieu des années 90, peut-être que cette symbiose fixatrice d'azote est apparue de multiples fois au sein de ces 4 ordres de plantes. Et ça marche bien avec la distribution de cette symbiose, parce qu'en fait, il y a juste quelques plantes dans ces 3 ordres qui sont capables de la former. Donc, si c'est apparu de façon indépendante, c'est tout à fait cohérent avec la distribution, et ça permet d'éliminer la deuxième hypothèse, qui est un peu, qui ne matche pas avec les attentes, qui est que la symbiose aurait été gagnée une seule fois et ensuite perdue à de multiples reprises. Ça, ce serait inattendu du fait de cette importance, de cet effet très, très significatif pour la croissance des plantes. La symbiose amène l'intégralité du besoin en azote à ces espèces. Donc, pour essayer de répondre à essayer de trancher entre ces deux hypothèses, on a séquencé une dizaine de génomes. Ce n'était pas avec le CNRGB, c'était avec un compétiteur asiatique.
Aujourd'hui, on le ferait avec le CNRGV. Et avec cette dizaine de génomes, plus une vingtaine de génomes disponibles dans la littérature, on a pu regarder de façon à l'échelle du génome entier la distribution de l'intégralité des gènes prédits dans ces génomes. Et nous nous sommes aperçus qu'il y avait des gènes qui étaient systématiquement perdus chez les espèces qui n'étaient pas capables de faire cette symbiose. Je vous épargne tous les détails, mais on en est arrivé à la conclusion soutenue très fortement que cette symbiose était apparue il y a environ 100 millions d'années, avant la diversification de ces quatre ordres, et avait été ensuite perdue à de multiples reprises au cours de l'évolution. En parallèle, un autre groupe mené par René Goertz à Wageningen était arrivé à la même conclusion en utilisant un autre set de génomes. Donc nous avons une symbiose très ancienne qui a été perdue au cours de l'évolution. La question naturelle suivante, qu'on a commencé à se poser maintenant il y a quelques années, était de savoir comment est-ce qu'elle avait pu évoluer, comment est-ce qu'elle avait pu transitionner d'un état symbiotique avec un champignon vers un état symbiotique avec une bactérie. Et c'est là qu'arrive un des projets que nous avons mené avec le CNRGV, qui cherchait à étudier les réponses transcriptomiques de diverses espèces dans ces quatre ordres à la présence d'un symbionte. Donc, on disposait de données pour un certain nombre d'espèces, mais nous n'avions aucune espèce pour le groupe des Césalpinoïdés, qui est une très large famille au sein des fabales. D'une part, parce que personne ne s'était trop intéressé à cette famille, et d'autre part, parce que les génomes dans ce groupe-là sont particulièrement complexes. Nous avions sur le site, avec une équipe du LIPME, un gros intérêt pour une de ces espèces, Mimosa pudica, et nous avions le souhait de séquencer son génome. Donc c'est là, je vois William sourire, ça a été une longue épopée où il a fallu extraire l'ADN de ce mimosa, plusieurs stratégies de séquençage qui nous a permis, in fine, d'atteindre un génome assemblé quasiment au niveau chromosomique, avec je crois, 72 scaffolds pour 52 chromosomes, on est pas mal. C'est un génome tétraploïde, ça n'a pas été facile, mais au final, on a eu un génome d'une qualité plus que correcte pour travailler. On a pu réaliser du RNA-seq grâce à ce génome, et ça nous a permis de le comparer avec les données RNA-seq dont nous disposions pour ces autres espèces, et d'essayer de comprendre un petit peu quelle était cette réponse à la présence de la bactérie à travers cette diversité d'espèces. En projetant les données que nous avons obtenues pour toutes ces espèces, nous avons été capables de prédire en fait, le transcriptome ancestral de ce premier nodule il y a 100 millions d'années. Et notamment, nous avons identifié environ 2000 gènes qui sont prédits pour être down-régulés ou up-régulés dans ce nodule ancestral. Donc, pour donner une idée rapide de ces gènes, on va trouver trois origines principales à ces gènes. Certains qui semblent être spécifiques de la réponse à la nodulation, on ne les retrouve pas exprimés, dérégulés dans d'autres conditions, et beaucoup d'autres gènes qui sont également retrouvés lorsqu'une racine latérale se forme ou lorsque la plante associe avec un champignon symbiotique. Donc il semblerait que l'acquisition de cette symbiose fixatrice d'azote a fait appel à des programmes génétiques qui étaient existants. On avait des données de génétique qui soutenaient cette idée, mais là, cette approche de transcriptomique nous a vraiment permis de conforter l'idée et surtout de voir l'ampleur de ces recrutements. On est sur plusieurs centaines de gènes recrutés de ces deux processus. Donc, première étape, nous avons été capables de reconstruire ce transcriptome ancestral. Le second jeu auquel on a voulu jouer avec ces données, c'est de voir si on était capable de prédire à quoi pouvait ressembler ce nodule. On n'a aucune idée de paléobotanie, on n'a aucun fossile disponible pour prédire ce nodule ancestral. Donc, on a essayé de le faire à partir des données de RNA-seq. Et pour cela, on a étudié, donc c'était en collaboration avec l'équipe de Delphine Capella et Philippe Rémy-Vigo à l'IPM, on a étudié l'association de mimosa, toujours notre mimosa, avec différentes bactéries. Tout d'abord avec son symbionte, Crubriadividus taiwanensis, mais également en réponse à une bactérie pathogène, Ralstonia solanacearum, et à cette bactérie qui a été équipée avec des compétences symbiotiques, en y transférant un plasmide qui porte les gènes symbiotiques, et en faisant évoluer ce système sur Mimosa pendant des dizaines de générations. Et donc, ça a amené à des états symbiotiques atteints par différents clones, capables de s'associer avec la plante de façon de plus en plus intime, jusqu'à une symbiose intracellulaire dans les étapes les plus tardives. Dans l'autre sens, l'équipe de Delphine et Philippe ont généré des mutants qui sont capables de s'associer avec la plante, mais qui ne fixent plus l'azote. Donc ça nous a permis de couvrir tous les états symbiotiques au sein de cette plante et de regarder par RNA-seq quels étaient les gènes recrutés pour ces différentes compétences symbiotiques.
Donc ici, je vous montre sur cet histogramme le nombre de gènes qui sont régulés en réponse au symbionte natif de Mimosa. Donc ça, c'est 100% d'une réponse symbiotique. Et avec les différentes souches qui deviennent, au niveau phénotypique, de plus en plus symbiotiques. Et vous pouvez voir ici au cours de l'évolution, lorsque ces bactéries ont acquis des compétences symbiotiques, elles ont recruté de plus en plus de gènes associés au transcriptome symbiotique. Donc, on a vraiment accès à ces différentes étapes évolutives, mais cette fois-ci dans des tubes à essai au laboratoire en quelques mois d'expérience. Et en particulier, on a accès à une information transcriptomique sur deux traits qui sont critiques: l'organogénèse, donc la formation de ce nodule, et l'infection, la capacité de la bactérie à rentrer dans les cellules. Finalement, on a également accès aux gènes importants pour la fixation d'azote. Donc, je vais aller très vite sur cette slide qui est un peu complexe à expliquer, mais de projeter ces données transcriptomiques sur une phylogénie, avec toutes nos espèces ici, on a pu voir, et là ce sont les deux points de couleur très chaude que vous voyez à la base de l'arbre, on a pu voir que ce nodule ancestral, il y a 110 millions d'années, était déjà capable d'être formé. Il avait déjà une identité nodulaire probablement. Ce nodule était capable d'héberger des bactéries fixatrices d'azote de façon intracellulaire, et de façon peut-être le plus important, ce nodule était déjà capable d'héberger des bactéries capables de fixer l'azote. Donc on avait vraiment tout ce qu'il fallait pour faire une symbiose efficace il y a plus de 100 millions d'années. Donc second point d'étape, on sait qu'il y a 110 millions d'années, on avait un nodule avec ce transcriptome très particulier qui était fonctionnel. Dernière approche, essayer de comprendre comment cette signature transcriptomique a pu évoluer. Donc, notre hypothèse de départ, c'est que les gènes étaient probablement préexistants. On a vu, recruter un programme d'une racine latérale, recruter un programme d'une symbiose avec des champignons, et que ces gènes ont juste été réorganisés pour pouvoir répondre aux besoins de la bactérie fixatrice d'azote. Hypothèse plus précise, on a supposé que cette réorganisation de réseau de gènes s'est fait dessous les deux gènes que je vous ai mentionnés tout à l'heure, cette kinase et ce facteur de transcription. Donc, chez une espèce végétale capable de former la symbiose avec le champignon, on s'attend à ce que cette voie génétique active toute une partie du transcriptome. Et chez une espèce qui a appris, en quelques mots, qui a évolué la compétence pour s'associer à ces bactéries, il y aura un réseau additionnel qui va être activé toujours par cette voie symbiotique. Et donc, c'est cette différence que l'on a cherché à identifier. Donc, pour cela, on a utilisé une approche de génétique en surexprimant ces gènes sous forme auto-active par des petites modifications de séquences. On a d'abord regardé chez Medicago trincatula, donc une légumineuse modèle qui a été séquencée à Toulouse, par ailleurs, en grande partie. Et on a regardé quel était l'effet de la surexpression de ces deux gènes de la voie symbiotique chez cette espèce. On a pu voir qu'ils activaient une grande portion du génome, et surtout qu'il y avait une bonne portion qui était commune aux deux gènes. Et lorsqu'on croise ces données avec la réponse transcriptomique aux bactéries fixatrices d'azote, aux champignons symbiotiques, on voit qu'on explique une bonne part de cette réponse symbiotique juste en exprimant ces deux gènes auto-activés. Ensuite, et là ça a été la force de l'approche, on a mené cette approche de génétique chez 12 autres espèces végétales, dont une qu'il faut à tout prix que je mentionne ici, Nisolia brasiliensis, une papillonidée qui a perdu la nodulation et qui est une des premières bestioles, je pense, qu'on a séquencé aussi avec le CNRGV. Donc un génome beaucoup plus simple cette fois-ci, pas encore publié, on travaille sur le manuscrit, mais qui vraiment est clé dans notre approche parce c'est une légumineuse, mais qui est incapable de former la symbiose fixatrice d'azote. Donc on a transformé toutes ces espèces avec nos deux constructions, mesuré le transcriptome et défini une réponse transcriptomique qui est présente chez toutes les espèces capables de s'associer avec des champignons mycorhizaux, dans un premier cas. Donc ça, c'est notre pool de gènes initial. Par la suite, on a pu identifier la réponse qui était présente chez les espèces capables de s'associer avec des bactéries fixatrices d'azote. Et par un jeu de soustraction, on a pu identifier les gènes qui étaient spécifiquement exprimés chez les plantes capables de s'associer avec les bactéries fixatrices d'azote. Et finalement, en soustrayant notamment la réponse de Nisolia, donc ces espèces qui ont perdu la nodulation, on a pu définir un petit pool de gènes qui sont probablement associés avec cette transition d'une symbiose avec des champignons vers une symbiose avec des bactéries.
Donc rapidement, quels sont ces gènes? On retrouve plein de gènes très bien connus par notre communauté. Certains repéreront peut-être ici NIN ou d'autres gènes. Et donc, on est aujourd'hui en train de caractériser fonctionnellement ces gènes. Pour ceux qui étaient là au séminaire de vendredi, vous avez vu Tatiana en parler. On s'aperçoit que les gènes qu'on a identifiés ils jouent effectivement un rôle symbiotique. Mais la question qui nous anime vraiment, c'est de comprendre comment est-ce que ces gènes ont pu être recrutés. Et ce sera, je pense, ma dernière slide. On a imaginé que ce recrutement, il avait pu se faire par le gain de toutes petites séquences d'ADN au sein des promoteurs de certains gènes clés que l'on retrouve dans cette caisse. Donc, on a screené les promoteurs de ces gènes avec une approche qui a été développée par Jean Keller, qui était postdoc dans l'équipe à ce moment-là. Et nous avons identifié chez un certain nombre de gènes ce type de pattern. Donc, ce que vous voyez, c'est une phylogénie d'un gène ici, avec en bleu les espèces capables de faire la symbiose fixatrice d'azote, et sur la droite, en noir, pardon, celles qui ont perdu cette compétence, et sur la droite, un logo d'un motif dans le promoteur qui semble très conservé, donc ce sont des colonnes bleu foncé, chez les espèces qui sont capables de s'associer avec les bactéries, et qui semble très dégénéré chez les espèces qui ont perdu cette capacité. Donc là, je vous montre quelques exemples d'espèces qui ont perdu cette capacité, où vous voyez que, comparé aux espèces qui les entourent, qui sont très bleues, la séquence est dégénérée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a pu valider maintenant avec les nouveaux génomes. On a vraiment ce motif qui discrimine espèces qui nodulent et espèces qui ne nodulent pas. Et bon, je parle encore peut-être plus aux connaisseurs, cet élément cis-régulateur, il n'est pas apparu dans n'importe quel gène. Il a évolué dans le promoteur de Ni, qui est un facteur de transcription essentiel à la nodulation, à la symbiose fixatrice d'azote. Vous enlevez Ni, plus de symbiose fixatrice d'azote. Et cet élément, il est justement reconnu par le facteur de transcription Cyclops. Donc ça, c'est un exemple montrant que l'élément d'un seul l'évolution d'un petit élément dans un promoteur de quelques nucléotides est suffisant pour connecter une voie très ancienne, cette voie symbiotique que l'on pense universelle, à un nouveau facteur de transcription qui, à son tour, va recruter plusieurs centaines de gènes dans un nouveau processus, ici, la symbiose fixatrice d'azote. Donc, pour conclure, on a pu montrer qu'il existait une voie très ancienne, que j'ai appelée CSP, pour l'établissement d'associations avec des symbiontes intracellulaires. Et on a pu montrer qu'au cours des diversifications symbiotiques, c'est toujours cette voie qui a pu être recrutée pour le gain de ces nouvelles symbioses. Donc ça, c'est vraiment le travail de fond qu'on a mené ces dernières années. Aujourd'hui, on va essayer d'aller plus loin. C'est un travail que nous, on a débuté il y a 6 ans maintenant, qui a débuté il y a 11 ans au total, pour essayer de récolter toute cette connaissance dans le cadre du projet ENSA, ici, qui vise à utiliser cette connaissance pour transférer ces compétences symbiotiques, transférer ces petits fragments d'ADN qu'on a pu identifier chez des plantes d'intérêt agronomique, notamment des céréales, et pour leur donner la capacité de fixer l'azote atmosphérique à travers une symbiose. C'est un projet qui est en cours, et j'espère pouvoir vous en dire plus pour les 30 ans du CNRGE, peut-être. Ce sera... avec ça, voilà, je vais juste finir en remerciant Cyril, Jean et Tatiana, qui ont vraiment été les 3 postdocs qui ont mené le travail que je vous ai présenté aujourd'hui, qui ont pris tout ça à bras le corps et l'ont amené là où il est aujourd'hui. Une très belle collaboration avec le LIBME, notamment Delphine, Philippe, Anne-Claire, toutes leurs équipes, sur le projet MIMOSA. Bien sûr, en gros, le CNRGV, pour ce projet-là et tous les projets que j'avais mis dans ma première présentation initiale et qui durait environ 1h30, donc j'ai coupé pour rester sur 30 minutes. Nos financeurs, et notamment l'ENSA, pour ce projet. Vous tous, en post-déjeuner, pour m'avoir écouté sans dormir, il n'y en a que 2 qui ont fermé les yeux. Et je serais ravi de prendre vos questions si vous en avez, si on a encore du temps. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Super. C'est impressionnant. Juste une petite question pour que ce soit réactivé, il faut que ce soit maintenu. Et généralement, il y a quand même un système de délétion ou de pseudo-génisation et de tout ça. Donc, tous ces gènes que tu as montrés qui sont réactivés, comment ils sont maintenus au final ou...
Ils sont, alors quand tu dis réactivation, c'est-à-dire recrutement dans le nouveau processus, Oui, ou même modification du promoteur pour bah là, c'est vraiment attendre sur la fin, quoi. ouais, c'est vraiment un gain, un gain ancestral de cet élément au niveau du gain de la nodulation. Et ensuite, les espèces qui ne l'ont pas, ce sont des pertes de l'élément. Donc l'élément, une fois qu'il a apparu, il a été vraisemblablement sous très forte pression de sélection pour être maintenu. Donc il n'a pas été... les espèces qui l'ont maintenu et qui ont maintenu la symbiose fixatrice d'azote l'ont vraiment maintenu activement. Enfin, on peut faire c'est difficile sur les promoteurs, mais on peut faire des calculs de force de sélection. Et c'est vraiment sous sélection très, très forte. Une fois que c'est perdu, c'est perdu. C'est le corollaire. Justement, sur ce que tu as abordé juste à la fin, donc l'application ciel et le rêve qu'on met dans nos intros depuis que je suis ici sur le site, de faire des céréales qui fixent la dot. Vous avez trouvé un certain nombre de gènes qui sont nécessaires. Si on pense par exemple à des facteurs de transcription, juste les exprimer dans des gènes, enfin, dans des génomes non symbiotiques. Est-ce que ça va suffire? Parce qu'on imagine que les cibles ont aussi évolué, donc que leurs éléments 6 ont aussi évolué. Donc, est-ce que ça va suffire de juste les exprimer alors que leurs cibles ne répondent peut-être plus? On le saura quand on aura un nodule fonctionnel, j'imagine. Ce que je peux te dire, c'est que pour certains d'entre eux, sur des étapes qui peuvent paraître plus simples, comme l'organogénèse, je peux te dire que ça fonctionne. Tu peux avoir un nodule induit par une rhizobia en jouant avec quelques facteurs de transcription chez l'orge. L'infection, on a espoir qu'on n'ait qu'à recruter la voie symbiotique mycorhizienne, j'ai parlé brièvement. Et là, des gènes qu'on étudie, on voit qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de rewiring. Donc, en théorie, si on arrive à réguler les facteurs de transcription, les master regulators, directement, en réponse à la bactérie, on devrait recruter la voie d'infection directement. J'ai dit en théorie parce que pour l'instant, on n'a pas la preuve de concept. Une autre question. Très basique, mais une plante symbiotique avec de l'azote qui est disponible pour elle, comment elle choisit de faire la symbiose ou de prélever l'azote? Alors, ça va dépendre du niveau de disponibilité. C'est un système de threshold. On va ajouter un niveau de concentration dans le sol de nitrate notamment disponible qui va éteindre la voie de signalisation. Et si, par ailleurs, la bactérie venait à rencontrer au cours de sa vie, une plante symbiotique venait à rencontrer au cours de sa vie, qui nodule, lorsqu'elle atteint des niveaux environnementaux d'azote élevés, il y a un shunt pour éteindre la voie. Ça a été très bien décrit. C'est une régulation qui est systémique. Il existe la même chose côté symbiose avec les champignons, où là, on est sur de la régulation plutôt par le phosphate. Si on arrive à un certain niveau de phosphore, les plantes ne s'associent même pas avec les symbiotes. Donc, il y a vraiment des rétrocontrôles qui existent dans ces deux grands types de symbiose pour limiter l'association symbiotique s'il y en a assez dans l'environnement. Est-ce qu'on peut modéliser le nombre de générations qui comptent? Si on se trouve dans ces conditions d'azote disponible, le nombre de générations pour perdre la fonction? Alors, on peut le modéliser. Je me rappelle avec Max qui là-bas, on s'était amusé un peu à calculer ça. Le problème, c'est comme tous les modèles, hein, ça va dépendre des données qu'on met dedans. On avait joué avec un coût de la symbiose de l'ordre de 10% de fitness. Et je ne sais plus si tu te rappelles, Max, mais c'était vraiment en quelques générations, on saturait la population avec les individus non symbiotiques. Donc, ça peut aller en théorie très vite. Mais pour être capable de modéliser ce coût-là de façon réaliste, c'est coton. Merci.